pour fixer quelques idées et également pour présenter Green Intervention qui vient d'être cité, que j'ai le plaisir de présider et qu'on a confondé avec Olivier justement pour travailler sur cette problématique-là. Et après cette courte introduction, je laisserai la parole à notre camarade Christophe Clergeau pour un petit rappel des règles actuelles, le contexte aussi qui anime actuellement donc, cette adoption. Il y a la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le rôle de l'Allemagne, les difficultés que ça peut poser, pour ensuite laisser la main à Aurore Lalucq, qui pourra nous donner notamment les positions des institutions européennes, le rôle particulier du Parlement européen qu'elle vit au jour le jour, et les actions du groupe social-démocrate. Pour enfin laisser la parole à mon camarade Olivier Baudin, qui nous fera un point plus précis sur la réforme de la gouvernance économique en Europe, qui a été ouverte à consultation récemment, qui fait partie des gros sujets aussi de cette année, de cette présidence française de l'Union européenne. Mais Olivier aura l'occasion de défendre un petit peu les idées et montrer en quoi c'est un sujet essentiel, bien que éminemment technique. Donc pour commencer, je serai et puis bien évidemment ensuite il y aura un échange, des questions-réponses. N'hésitez pas, on vous laissera la parole soit sur le micro, soit si vous voulez utiliser le chat pour interpeller nos intervenants. Ce sera l'occasion donc d'animer un petit peu ce débat. En ce qui me concerne, moi je voulais faire un point, puisqu'il est question de transition écologique et solidaire, voilà, de lutte contre le dérèglement climatique. On entend beaucoup de slogans, sauver la planète, peut-être pour poser les idées et aussi donner quelques billes pour nous quand on milite. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que cette problématique, parfois, quand on la présente comme étant la lutte contre le dérèglement climatique, pour sauver la planète, elle détache un petit peu du fait que l'enjeu principal, c'est quand même non pas la planète qui nous survivra, je pense, mais bien le vivant, et en particulier nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de détachement à avoir avec cette cause, elle nous concerne tous, et vraiment à un niveau très, très basique. Tout simplement, il s'agit de notre survie et de notre bien-être sur une planète qui doit rester habitable. Je pense que culturellement, le fait que ce défi devient le défi de notre génération, la bataille culturelle est en train d'être gagnée. En tout cas, on se pose de moins en moins de questions sur le fait que c'est nécessaire. Par contre, il faut bien comprendre comment on peut y arriver. Et derrière le défi du dérèglement climatique et de la transition écologique et sociale, il y a tout un tas de logiques à déconstruire, des logiques de domination de l'homme sur la planète, domination des règles économiques et de la façon dont on considère aussi notre place sur la planète. Une question de domination par rapport aux inégalités entre les hommes, mais aussi entre les hommes et le vivant, entre les hommes et les femmes. Tous ces sujets-là ont évidemment un impact clair sur notre impact sur la planète, et aussi tout ce qui crée du coup ces habitudes, ces mauvaises habitudes, des inerties qu'il est parfois difficile à dépasser. Et dans ces inerties, il y a un enjeu qui est essentiel. On a sur les 4 intervenants 3 économistes sur 4, donc il sera question d'économie. Je m'en excuse par avance. Non, mais l'enjeu économique, il est clé, c'est le nerf de la guerre souvent, et c'est aussi un des points nous qu'on défend particulièrement avec Green Intervention, c'est que sans une remise à sa place de l'économie, de la science économique, des réflexes, de la logique économique, il n'y aura pas de transition possible. Le verre est dans la pomme dès cet aspect-là. Je l'ai vu, moi, à titre personnel, ayant eu le plaisir, et je mets des guillemets autour de plaisir, de travailler dans les salles de marché londoniennes, de voir quelle était la logique capitaliste de la finance, du néolibéralisme, dans les lieux de pouvoir aussi, à la Commission européenne, au Parlement, mais aussi parfois dans nos partis politiques, même le nôtre, où il peut y avoir encore des réflexes assez productivistes et des logiciels justement à dépasser. Et tout ça donc fait partie des freins. Faire attention du coup aussi, j'ai commencé mon introduction sur la sémantique, au greenwashing. L'idée, c'est aussi de pouvoir lutter contre ces mauvais réflexes, de dire on va refaire comme avant, mais avec une petite couche de vert. Et on entend souvent des mots comme finance verte ou comme croissance verte, qui ne sont jamais que de la finance et de la croissance.
C'est des mêmes recettes, mais c'est une nouvelle mode. Il ne faudrait pas que la finance verte devienne aujourd'hui ce qu'était la finance des subprimes hier et un nouvel effet d'aubaine qui réitère les mêmes logiques et nous conduit donc toujours dans ce cycle qui a démarré déjà il y a longtemps de crises qui s'enchaînent et qui se suivent et qui augmentent en fréquence et en intensité, et où à chaque fois la logique du pompier finalement alimente encore un peu plus la crise d'après, plutôt que d'avoir ces changements structurels qu'on appelle évidemment de nos voeux. Quand on parle par exemple de finances vertes ou de croissance verte, déjà il faut pas oublier que ce qui nous nuit, c'est plutôt le contraire. C'est la finance brune, c'est la croissance brune. C'est le fait que toutes ces logiques-là, en fait, alimentent complètement l'économie carbonée et la pollution, la destruction de la biodiversité telle qu'on la voit au jour le jour. Et donc, il faut remettre du sens et plutôt parler de post-croissance, de sobriété, et en fait aussi reconnaître que l'économie, la croissance, la finance, le PIB, tout ça, c'est des moyens, ce ne sont pas des fins. Mais ça, beaucoup l'ont oublié, à force de l'habitude peut-être. Donc, il y a vraiment question de remettre ces outils. L'économie, c'est un outil. La finance, c'est un outil. Les remettre à leur place plutôt que d'avoir toujours cette logique de dire l'objectif final, c'est l'augmentation du PIB, c'est l'augmentation des profits, c'est le fait de faire plus. Et ça, effectivement, c'est un des problèmes, à mon avis, qui est essentiel et qu'on essaye aussi de travailler, sur lequel on travaille voilà, concrètement avec Green Intervention, qui est une association bruxelloise engagée dans la bulle européenne pour proposer des réformes de ces logiques économiques. Olivier, en particulier, a un rôle crucial dans cette machine pour travailler sur particulièrement les règles budgétaires et la gouvernance économique européenne en général. Et on verra qu'il y a énormément de problèmes à décliner sur ces questions-là, en effet. Mais il y a aussi voilà, les questions financières. J'ai le plaisir notamment de travailler dans un groupe qui est coordonné par Jésabel Coupé-Soubeyran sur le verdissement de la régulation financière. On va aussi avoir bientôt des travaux sur les problèmes plus généraux de la science économique en tant que science et en quoi elle nous empêche de faire cette transition. Et puis, pour les outils un petit peu plus de vulgarisation et un petit peu moins techniques de notes ou de thèses comme ça, il nous arrive aussi d'animer des webinaires et je vous encourage à jeter un œil aussi aux activités qu'on peut faire, comme on avait participé l'année dernière à une consultation citoyenne sur la politique monétaire qui là aussi a des imbrications pour le climat. Quelques podcasts, plus récemment, plus proche de nous, la sortie de l'Econocast où on essaie de débunker un petit peu comme ça, de manière très vulgaire, très vulgaire, d'un principe de vulgarisation, devrais-je dire plutôt. Bien évidemment, on est particulièrement poli. Donc, voir un petit peu voilà, les questions de base qu'on entend tous les jours, le PIB, la dette publique, est-ce que ça cause vraiment problème? Quels sont un peu les enjeux? Des petites capsules comme ça de 20 minutes qui sont très accessibles, que je vous encourage à regarder. Et je terminerai aussi sur le fait que voilà, on aura aussi l'occasion, normalement, si tout va bien, au mois de mai, d'organiser un événement à Bruxelles, un hackathon, avec les thématiques de la jeunesse de l'Europe et de la cause du défi climatique. Mais voilà, on vous encourage du coup, bien évidemment, à jeter un œil, voir les deux, à nos travaux sur greenintervention.org. Voilà. Ayant dit ça, je reprends donc la trame et je passe la parole tout de suite à Christophe Clergeau, donc, qui est conseiller régional et également, avant tout aussi, secrétaire national du PS à l'Europe. Christophe, à toi. Merci Mickaël, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore à Christophe et à Simon de nous accueillir au nom de la fédération donc, du PS de Loir-et-Cher. Alors c'est bien aussi d'avoir des moments de réflexion en pleine période électorale. Et ce que j'essaierai de montrer dans mon propos, c'est que finalement ce débat européen qui va se développer pendant toute l'année 2022 n'est pas déconnecté des enjeux de l'élection présidentielle et qu'il y a des liens étroits à faire entre ce débat qui peut paraître un peu théorique et des politiques très concrètes dans notre vie quotidienne. Alors, deux mots de présentation. Donc, effectivement, je suis secrétaire national à l'Europe du parti. Je représente du coup le PS français au sein de la présidence du Parti des socialistes européens. Et comme tu l'as dit, Mickaël, avec Aurore, nous avons été sur une liste commune. Et donc, même si nous ne sommes pas forcément dans les mêmes formations politiques en France, nous sommes tous affiliés au Parti des socialistes européens et nous participons à ces travaux. Et y compris la famille socialiste est très diverse sur ces questions-là, avec des tensions et des contradictions
internes parfois, et je pense que ça pourrait être intéressant dans la discussion d'en parler. Je suis aussi membre du Comité européen des régions, donc je ne suis pas expert de ces sujets-là, mais j'ai une licence d'économie, donc je vais peut-être m'en sortir. Et au Comité des régions, j'ai fait des avis sur la politique de recherche, sur la politique maritime, et je viens d'en présenter un en commission là aujourd'hui sur la création de l'autorité européenne de prévention et de gestion des crises et des risques sanitaires, donc sujet d'actualité, mais qui montre aussi que des choses bougent en Europe, qu'on tire des enseignements des crises auxquelles on est confronté et qu'on essaie de faire des choses nouvelles. Alors, par quel bout j'ai choisi de prendre le sujet? D'abord, pour moi, la question centrale, c'est la question du changement de modèle. Michael vient de l'évoquer de facto. On part du pacte de stabilité. Vous avez choisi d'utiliser pour le débat de ce soir le terme de pacte de transition sociale écologique. Moi, j'aime bien parler d'un pacte pour mieux vivre en Europe. Et volontairement, je réutilise le titre du projet socialiste élaboré avec Boris Vallaud, qui était « Il est temps de vivre mieux ». Et je trouve que cette idée du mieux vivre est assez fédératrice d'une dimension à la fois humaniste et écologiste de l'enjeu auquel on est confronté. Donc moi, je vais partir de cette idée-là. Un pacte pour mieux vivre en Europe. Alors, moi, je préfère répartir de sujets concrets et se dire, finalement, quand on réfléchit à cette question, qu'est-ce que l'on veut? On veut tout simplement changer les politiques publiques, changer l'action collective pour changer les réalités. Et c'est en partie engagé à l'échelle européenne, puisque à la suite des dernières élections, avec aussi le renforcement du poids des sociodémocrates au sein de la Commission, il y a eu le Green Deal orchestré par Frans Timmermans, qui est finalement une tentative de réviser toute une série de politiques publiques pour les réorienter dans un sens social écologique. Aurore en reparlera peut-être, moi je ne vais pas détailler ici. Ce que je voudrais souligner, c'est les limites de cet exercice. Et les limites de cet exercice, y compris au regard de la position de la France. Les limites sur la politique agricole commune, puisqu'on n'a pas obtenu la grande réforme que l'on souhaitait. Et maintenant, au niveau national, finalement, on recycle la politique ancienne dans le cadre nouveau et l'immobilisme tend à l'emporter. Les limites sur l'énergie. Je pense que vous avez suivi le débat récent sur ce qu'on appelle la taxonomie. Donc, qu'est-ce qui peut être qualifié d'énergie verte ou compatible avec la transition et vers laquelle on flèche les financements, et notamment les financements du système bancaire, au sens très large. Et cette bataille qu'a menée la France pour remettre le nucléaire au cœur de la taxonomie, qui a permis aussi à d'autres de remettre le gaz. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, mais ça relativise aussi les éléments de rupture. Et puis, je citerai deux questions sociales. Les outils d'accompagnement des salariés pour qu'ils puissent garder leur emploi, même s'ils changent de travail, dans cette transformation écologique de l'industrie vers laquelle on avance. Et il y a des outils qui ont été mis en place au niveau européen, mais qui sont encore probablement trop faibles. Et puis, le dernier point, qui peut paraître lointain, mais qui pour moi est vraiment relié à ça, c'est la question du travail sur les plateformes. La transformation à laquelle on est confronté, elle est écologique, elle est aussi numérique. Et aujourd'hui, il y a un commissaire social-démocrate, Nicolas Schmit, qui met sur la table à Bruxelles une nouvelle directive qui finalement repose sur la présomption d'appartenance au salariat de manière assez simple des travailleurs des plateformes, et un gouvernement français qui refuse ce cadre-là et qui veut toujours, y compris porter au niveau européen, un statut intermédiaire pour les travailleurs des plateformes, ni salariés, ni indépendants. Ces quatre exemples qu'on pourra reprendre dans la discussion montrent que l'on est dans un entre-deux. On n'est pas encore dans le changement de modèle auquel on aspire, mais il y a des initiatives politiques et il y a des transformations. Alors pourquoi finalement on n'a pas de changement de modèle? Parce qu'il ne peut pas y avoir de changement de modèle s'il n'y a pas de changement de référentiel, s'il n'y a pas de changement d'objectif politique, s'il n'y a pas de changement du récit collectif, et s'il n'y a pas de nouveaux instruments et de nouveaux indicateurs pour traduire ce changement de référentiel et pour guider l'action publique globale, et puis l'action publique dans chaque domaine de politique publique. Et c'est bien la question qui est posée, c'est quand on parle de pacte,
finalement, quel monde nous voulons. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'enjeu, c'était la reconstruction, c'était la modernisation, c'était nourrir les populations, et le PIB et tous nos outils de pilotage ont été construits sur des objectifs quantitatifs qui correspondaient aux enjeux du moment. Aujourd'hui, ce qui nous revient en tant que citoyens, c'est de contribuer à redéfinir les objectifs collectifs qu'on se fixe et donc derrière les indicateurs et les outils de pilotage. Et pour moi, cette réflexion doit être nourrie par un nouveau projet politique, qui est le projet politique du mieux vivre, en anglais du well-being. Et Éric Andrieux, donc député socialiste français, a copiloté au sein du groupe S&D un rapport du think tank du groupe qui s'appelle Progressive Society, qui est une tentative justement d'écrire ce que pourrait être aujourd'hui un projet politique pour les socialistes européens et leurs partenaires, et aussi pour les socialistes dans chaque pays, pour prendre ce tournant du mieux vivre et de la transformation écologique. Alors, on est face à un défi démocratique. Michael a cité la consultation en cours sur le remplacement du pacte de stabilité, mais il y a aussi la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et je crois qu'on est dans un moment où les citoyens doivent se saisir de ces outils pour dire ce qu'ils veulent, quel monde ils veulent, et donc quels outils ils veulent pour piloter l'action publique, quels indicateurs ils veulent pour mesurer l'efficacité, pour mesurer les trajectoires à mener. Et puis évidemment, nous avons aussi l'élection présidentielle en France, qui est le moment de faire entendre une alternative aux différentes versions du modèle nationaliste ou du modèle libéral. Alors pour conclure, du coup, je voudrais être un peu plus précis sur, finalement, pour moi et pour le Parti socialiste, qu'est-ce que ça peut vouloir dire remplacer le pacte de stabilité? Déjà, moi, j'insisterai sur l'idée que le pacte de stabilité, ce n'est pas seulement les indicateurs que vous connaissez sur la dette publique, sur les déficits publics. Pour moi, c'est d'abord ce qu'on appelle le semestre européen et qui est finalement assez mal connu, qui est ce dialogue qu'entretient la Commission avec chaque État pour trouver un point de convergence entre le pacte de stabilité, finalement, et les politiques menées par chaque État. Et pourquoi je dis ça? Parce que derrière les objectifs macro que vous connaissez, eh bien, il y a des préconisations très précises sur la manière d'organiser le marché du travail, sur la manière de gérer les services publics, sur les politiques budgétaires nationales, qui ont des impacts dans notre vie. Et donc, c'est cette mécanique-là qu'il faut changer et trouver une convergence entre des enjeux de transformation au niveau européen, des enjeux de transformation dans les États. Alors, vous allez me dire, ce pacte, il s'est évaporé, il n'existe plus, il a explosé avec le quoi qu'il en coûte de la crise de la Covid, mais ce pacte peut revenir. Et il est peut-être en train de revenir, et il faut qu'on ait une grande vigilance pour que un chemin possible nouveau qui a été ouvert dans la crise de la Covid vers une plus grande solidarité européenne, un investissement en commun, un endettement en commun et des ressources communes plus fortes, chemin qui est inabouti, mais soit un vrai chemin du futur pour l'action publique et qu'on ne revienne pas en arrière. Quand on voit le débat entre la France et l'Allemagne aujourd'hui, on ne parle finalement que d'une version adaptée du pacte de stabilité, que les critères, au lieu d'être les mêmes partout en Europe, tiennent mieux compte des réalités de chaque pays pour être moins durs, moins contraignants pour les peuples. Je pense que c'est totalement insuffisant. Et pour moi, la question clé, c'est comment nous voulons investir ensemble pour construire ensemble un monde nouveau et pour piloter ensemble les transformations écologiques dans la justice sociale et dans la solidarité. Donc ça supposerait une nouvelle batterie d'indicateurs pour décrire ce monde nouveau et ce que l'on vise comme objectif à partir desquels piloter l'action publique européenne et nationale. Et ça supposerait des objectifs prioritaires. Et pour moi, il y en a trois et je termine par là. Les services publics comme outil de lutte contre les inégalités doivent être protégés et renforcés. Le financement de la transition écologique, financement massif dans ses dimensions industrielles, agricoles, sociales et tous les autres volets. Et puis une capacité de développer des ressources nouvelles de l'Union européenne et des États, lutter contre le dumping fiscal, contre l'évasion et la fraude fiscale, harmoniser la fiscalité des entreprises, renforcer les ressources, les recettes propres de l'Union européenne, c'est-à-dire se donner les moyens d'investir ensemble pour piloter ensemble
un nouveau chemin de l'action publique. Voilà les quelques idées que je voulais mettre dans ce début de discussion. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Christophe. J'ai le plaisir, du coup, de laisser la main à Aurore Laluc, qu'on ne présente plus, mais que je présenterai quand même. Économiste, députée européenne, membre aussi de la commission Econ, fondatrice aussi de l'Institut Veblen et, je crois savoir, aussi nouvelle égérie des Crypto-Bros. Aurore, à toi. D'accord, de vous expliquer. Bonsoir tout le monde et merci infiniment de cette invitation. C'est parce que comme pour décoder, comme je travaille sur les cryptos actifs, parce que ce ne sont pas des monnaies, effectivement, je suis la cible sur les réseaux sociaux souvent de personnes qui sont très critiques, le Bitcoin, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup de cette invitation. Alors, je vais essayer de ne pas répéter tout ce que vous avez tous les deux dit très bien. Sur la nécessité de changer le pacte de stabilité et de croissance, en fait, bon, déjà, il faut se dire les choses très clairement. C'est un pacte qui, moi, je trouve, en tant qu'économiste, pour le coup, n'avait pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'avoir des critères de dette et de déficit public, c'est toujours un petit peu arbitraire, sachant qu'en économie, en gros, il faut utiliser les outils économiques un peu comme des médicaments. Je vais faire une analogie qui n'est peut-être pas la bonne, mais un médicament, on ne vous dit pas que vous devez prendre tous les jours entre, je ne sais pas, 100 grammes et 1 gramme de Doliprane. On vous dit qu'il faut prendre du Doliprane quand vous avez un problème et ne pas en prendre quand vous n'avez pas. Ben, c'est un peu pareil en fait pour la dette et les déficits publics. Des fois, c'est bien, c'est utile. Ça va dépendre de la qualité de la dépense, mais c'est utile. Et des fois, bah, c'est pas utile, quoi, tout simplement. Donc, il faut faire attention. Mais en gros, d'un point de vue macroéconomique, c'est vrai que tout ça était quand même, disons-le, un peu absurde. Et d'ailleurs, ce pacte a été non respecté un nombre de fois absolument incalculable. Il ne pouvait pas l'être, en fait, de toute façon. Et puis, il a été suspendu, évidemment, pendant la crise. Donc maintenant, il y a une volonté de changer. C'est important, je trouve, surtout d'un point de vue idéologique, à vrai dire. Parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que le pacte de stabilité et de croissance n'a pas tant de pouvoir que ça. Dans le sens où, à chaque fois qu'un État, un grand, pour le coup un puissant, disons, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, ne le respectent pas, finalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est compliqué pour des pays qui sont moins puissants que la France et l'Allemagne, ça c'est sûr. Mais c'est surtout un espèce de là idéologique, je trouve, qui nous fait croire que l'ensemble, que la dette et les déficits publics, c'est forcément un problème. Et en fait, à partir du moment, Christophe parlait de la question des indicateurs, c'est essentiel parce que ça a un effet performatif. Ça va conditionner aussi nos imaginaires. Et en fait, à partir du moment où vous dites que vos critères les plus importants, c'est la dette et le déficit public, sincèrement, vous voyez tout en termes de coûts. D'un coup, vous voyez tout en termes de coûts. Et on rentre, je trouve, dans une logique très, très mortifère. Et donc, je pense qu'idéologiquement, en fait, ça nous a fait, c'est surtout idéologiquement que ça nous a fait du mal. Et oui, il est tout à fait nécessaire, comme l'a dit Christophe aussi, maintenant de changer d'indicateur au-delà même de la question du pacte de stabilité et de croissance. Et donc, c'est la réforme effectivement du semestre européen. Le semestre européen, c'est une sorte de coordination des politiques économiques qui a été mise en place après la crise de 2008. Et c'était utile parce qu'effectivement, il fallait qu'on fasse en sorte de se coordonner les uns les autres face à un choc extérieur comme on l'avait connu avec la crise qui venait des États-Unis. Mais même chose, on est sur des indicateurs qui sont des indicateurs fondamentalement économiques. Les autres ne sont pas trop utilisés. Et ça nous matrice, quoi, si vous voulez. Et autant, par exemple, la croissance du PIB, le PIB, qui est donc la somme des valeurs ajoutées marchandes et non marchandes, ça veut dire que ça comprend le salaire des fonctionnaires. Hein. Vous augmentez les fonctionnaires, il faut toujours l'avoir en tête, ça quand même. Vous augmentez les fonctionnaires, vous faites de la croissance du PIB. Hein. C'était un indicateur qui arrivait dans un contexte spécifique qui était celui du développement matériel dans les années 30 sous Roosevelt, en 44 en France. C'est-à-dire qu'il faut aussi toujours se rappeler que la croissance du PIB, c'est pas
c'est pas un indicateur on a l'impression qu'il a toujours été là. Il arrive dans un contexte spécifique, il n'a pas toujours été là, hein. Il arrive dans des moments précis il n'arrive pas au début du capitalisme et il n'arrive pas au début de l'économie. Donc là, aujourd'hui, comme les enjeux sont fondamentalement de remettre l'économie à sa place, c'est-à-dire au service de la société et dans le respect des limites de la biosphère, on a besoin d'indicateurs environnementaux. C'est ça qui doit guider nos économies aujourd'hui et d'indicateurs sociaux. Donc ça, c'est pour l'idéal, disons. Après, j'ai essayé d'organiser mon propos parce que, résultat, vu tout ce que vous avez dit, je me suis en train de tout réorganiser. J'espère que je ne vais pas partir dans tous les sens. Après, sur la question du semestre européen, par exemple, dont on parlait, côté Parlement européen, ça bloque. On n'arrive plus à avoir de compromis sur le semestre européen. Vous savez que pour avoir un vote au Parlement européen, pour le coup, il faut qu'il y ait une majorité, qu'il faut donc créer des majorités, il faut des accords. Et sur la question du semestre, ça bataille. On n'arrive pas à avoir d'accord, c'est-à-dire qu'on a deux visions fondamentales qui s'opposent sur les questions économiques. Et c'est assez intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la droite qui ne veut pas changer son logiciel, qui est fait justement de l'obsession de la réduction de la dette et des déficits publics, mais aussi de l'obsession des réformes structurelles. Par réforme structurelle, il faut entendre privatisation de certains services publics, flexibilisation du marché du travail, précarisation, in fine, du marché du travail, etc. Et on n'y arrive pas. Voilà, ça fait depuis le début de mon mandat, je pense qu'on a dû faire passer un semestre européen, alors que c'est quelque chose qui est très, très régulier. On arrive, voilà, on n'a pas d'accord. Donc, il y a un vrai choc, en fait, des visions qui est en train de se mettre en place aujourd'hui au niveau européen. Et c'est intéressant, en fait, je trouve. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer et on espère un basculement possible. Sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance, on en est où? Alors, on en est à ce que le Parlement européen a fait une proposition, un rapport qui a été voté la fin de l'année dernière, si ma mémoire est bonne, mais c'est surtout au Conseil que les choses vont se décider. Alors, on sait que la présidence française a des velléités de faire une réforme du pacte de stabilité et de croissance. Après, c'est pas simple. Dans le sens où côté allemand, ça bloque un petit peu, mais il ne faut pas se mentir, mais il n'y a pas que côté allemand non plus. C'est surtout les frugaux, en fait. C'est-à-dire que chaque pays, la France va avoir avec elle, généralement, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. L'Allemagne va quand même donner le là, et on l'a vu pendant la crise, parce qu'il a suffi qu'elle tape du poing sur la table au moment de faire de la mutualisation de la dette et le plan de relance. Il faut qu'elle tape un tout petit peu sur la table que les pays frugaux, les pays nordiques suivent. Et là, on se rend compte actuellement que ça va être assez compliqué, en fait, de réussir à avoir une réforme parce que les pays frugaux, en fait, n'en ont aucune envie. Voilà, ils n'en ont aucune envie. Et maintenant que la croissance repart, chaque pays a forcément, c'est un effet yo-yo, c'est un effet rebond, affiche des taux de croissance spectaculaires. En gros, les pays frugaux disent on n'a pas besoin de la réforme du pacte de stabilité et de croissance finalement. Donc, ça va être une bataille assez sévère. Normalement, il y a un conseil sous la présidence française le 10 et le 11 mars où on aura des négociations. Après, on va voir quelle sera la place du Parlement européen dans tout ça parce qu'en fait, ça va dépendre de quel type de réforme, en fait, à quel type de réforme on va aboutir, c'est-à-dire en fonction du type de réforme, on sera soit dans la codécision, soit dans autre chose, on va voir tout ça. Et puis, apparemment, la décision finale, d'après les rumeurs qu'on peut avoir, serait finalement prise au mois de juin, peut-être, ce qui, en même temps... voilà, c'est les rumeurs, mais vous savez, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment avec la présidence française, puisqu'on a la présidentielle qui croise la présidence française au Conseil. Donc voilà, où on en est un petit peu. L'enjeu, en fait, ce serait quasiment de réussir à obtenir encore une pause dans le pacte de stabilité et de croissance. C'est là-dessus qu'il va falloir quasiment se battre, si vous dire, si on n'est pas quand même très optimiste pour 2023 et il y a beaucoup de craintes quand même qu'on ait une réforme, disons, cosmétique. Ce qu'on a pu défendre côté sociodémocrate
depuis des années, c'est l'idée de sortir les investissements du calcul de la dette et des déficits publics. Voilà, en gros, c'est ça, de dire sortons les investissements verts, mais aussi les investissements dans les services publics et le salaire des fonctionnaires, parce qu'en fait, tout ça, il ne faut pas avoir une vision non plus, je trouve, de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Les dépenses de fonctionnement de l'État, c'est aussi, quand c'est du social, c'est après de l'investissement. Avoir la création du capital social, d'avoir de la main-d'œuvre bien formée, etc., c'est de l'investissement. Donc, il y a ce type de proposition qui est mise sur la table. Emmanuel Macron avait repris cette proposition, sûrement sur l'investissement côté investissement vert. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus flou déjà dans les éléments de langage de la présidence française qui prouvent qu'ils sont, soit il y a deux possibilités, soit ils sont dans un mode stratégique où ils se disent qu'il ne faut pas qu'on brusque les Nordiques, les frugaux et les Allemands, et donc on adoucit notre vocabulaire et on parle d'un pacte avec, je crois qu'il y a le mot innovation, stabilité, croissance, je ne sais plus trop quoi. Ça, c'était côté Bruno Le Maire. Soit vraiment ils reculent parce qu'ils sentent qu'on va pas y arriver. Donc voilà à peu près où on en est du côté des institutions européennes, mais cette année et l'année prochaine vont être vraiment des enjeux à ce niveau-là. Ensuite, reste un problème qui est que de toute façon, pacte de stabilité ou pas pacte de stabilité, c'est-à-dire que même quand il est mis en pause, le pacte de stabilité, on a un problème d'investissement au niveau européen. Voilà. Et ça, on n'arrive pas à le régler. On n'arrive pas à le régler. Et je relisais là justement les rapports de la Banque européenne d'investissement qui s'alarme à chaque fois, chaque année, c'est-à-dire depuis je ne sais pas combien d'années, et chaque année, elle dit, mais on n'investit pas assez. Par rapport à des zones économiques comparables, on n'investit pas assez. Je crois même qu'ils ont utilisé le terme de médiocre pour notre investissement dans la recherche et développement dédié à l'atténuation climatique et à la lutte contre le dérèglement climatique. C'est un peu dommage quand même, je trouve. Mais voilà, il y a un vrai problème et elle n'arrête pas, cette Banque européenne d'investissement, d'appeler à la nécessité de nous presser d'investir. Donc ça reste un sujet. C'est-à-dire que malgré des taux d'intérêt bas, malgré une pause sur le pacte de stabilité et de croissance, on n'investit pas. Et donc, ça veut dire qu'au-delà même de la réforme du pacte de stabilité et de croissance, il va falloir trouver à un moment d'autres solutions économiques, à mon sens, parce que ne serait-ce que d'un point de vue économique, investir, c'est aussi de la qualité et de la compétitivité. Ça ne se fait pas que par le prix, ça se fait aussi par la qualité. Voilà, j'en ai fini, mais on aura l'occasion de papoter juste après. Merci beaucoup pour votre attention. Absolument, merci Aurore. Et je laisse désormais la main, last but not least, à notre camarade Olivier Baudin, qui est donc lui aussi économiste, cofondateur de Green Intervention, et qui va nous parler aussi un petit peu de tout ça. Olivier, c'est à toi, merci. Merci, et merci d'abord au Parti socialiste d'avoir organisé cette réunion, c'est très bien, et je suis très content de retrouver Aurore, parce que je crois que c'est la première prestation que j'ai faite, c'était à son invitation au Parlement européen à Strasbourg. Je me souviens que j'ai défendu devant des jeux absolument incrédules et qui me regardaient comme si je descendais de la Lune, disaient il faut avoir une règle d'or verte pour différentes raisons. Je me souviens, et c'était juste au début du confinement, j'étais en train de me précipiter à Bruxelles, de où j'habite vers Bruxelles pour aller pour aller en famille en réalité les mois de confinement. Donc je suis très content d'être là. Je vais vous donner une perspective un petit peu de la société civile. Parce que ce qui est intéressant dans cette affaire de réforme du pacte de stabilité, c'est que je pense que pour la première fois, cette question a été mise dans les mains de la société civile. Nous avons créé une coalition qui lie à la fois la Confédération européenne des syndicats, plusieurs think tanks, allemands, néerlandais notamment, et des organisations de défense de l'environnement, notamment le WWF, le CAN, le Climate Action Network, c'est-à-dire le réseau Action Climat au niveau européen. Nous avons une ONG française, la FNH, dans le groupe. Et donc je crois qu'il y a eu une prise de conscience extrêmement forte
y compris chez des gens qui ne s'occupaient vraiment pas de questions budgétaires, notamment les environnementalistes, qu'il faut s'en occuper. Donc ça c'est le premier point. Et la raison pour laquelle je pense que cet engagement de la société civile est important, je crois qu'il y a trois raisons. Premièrement, ça permet, je pense, et là je vais un petit peu tacler Aurore, de dépasser justement la vision nationale. Je crois que la raison pour laquelle on a besoin de ces coalitions transnationales, c'est justement pour montrer que ce n'est pas une question de pays du Sud, pays du Nord, pays frugaux, pays du Nord, mais que ce sont des questions idéologiques et d'enjeux économiques et écologiques. Et je pense qu'Aurore le sait très bien que quand elle travaille au Parlement européen, elle a besoin de s'allier avec d'autres dans d'autres pays sur un plan idéologique et pas sur un plan national. Donc ça, c'est un premier. Donc ça, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir ça dans là. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir ça, c'est que pour influencer les décisions qui vont être prises en intergouvernemental, c'est vrai, très largement en intergouvernemental, avec peut-être une chance d'avoir l'une ou l'autre réforme du droit dérivé, du droit dérivé en français, en co-décision avec le Parlement européen, mais ce sera très largement en effet des décisions prises de facto entre les ministres des Finances. Mais pour avoir du poids dans ces processus de décision, il faut à la fois influencer Bruxelles et en même temps de façon coordonnée les gouvernements nationaux. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de parler entre nous. Et donc nous parlons entre nous et c'est loin d'être évident parce qu'il ne faut pas croire. Donc d'abord il y a des dans le groupe, vous devinerez très rapidement lesquels sont beaucoup plus productivistes que d'autres, puisque nous avons là des ONG environnementalistes et la Confédération européenne des syndicats, donc je vous laisse deviner lequel est plus productiviste des deux. Nous avons même à l'intérieur des ONG environnementalistes qui, dans certains pays, considèrent que donner plus d'argent ne va faire qu'augmenter les risques de détournement et de corruption. Et donc nous allons avoir là aussi des tensions à l'intérieur. Mais c'est important que nous nous comprenions et nous parlions ensemble pour arriver après à des positions communes. Donc je crois que c'est un élément assez nouveau et je suis très, très content et un peu fier d'ailleurs que cette coalition existe en même temps parce que ça a été un petit peu mon rêve quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc voilà, ça c'est sur au plan politique, enfin le plan politique au sens de la société civile et de l'influence de la société civile. Nous avons travaillé, nous avons organisé ensemble une semaine de débat qui s'appelait, la coalition s'appelle Fiscal Matters. Il y a eu une semaine de débat qui a été organisée en décembre, je crois, ou en novembre. Vous pouvez encore aller voir sur leur site, il y a encore un certain nombre de débats qui sont là, avec des gens comme, il y a eu Stiglitz, il y a eu, je pense qu'Aurore a participé, si je me souviens bien, il y avait le chef de cabinet de Gentil, du commissaire Affaires économiques et financières. Donc c'était une semaine de débats extrêmement intéressant et extrêmement riche, qui a permis aussi d'alimenter après la consultation publique, et je crois qu'il y a eu finalement 250 réponses à une consultation publique sur la réforme du pacte des règles budgétaires. C'est quand même assez extraordinaire, je crois. L'intention que nous avons maintenant, c'est de continuer à dire, et notamment dans la perspective du sommet du 10-11 mars, nous sommes là and we watch. Et nous faisons attention à ce que vous allez faire. Donc c'est vraiment ça, et je crois qu'il y aura probablement très rapidement une lettre ouverte au chef d'État pour dire à peu près ce que nous voulons. Donc ça, c'est un premier point. Sur le fond, je crois beaucoup a été dit. Je suis un peu plus optimiste qu'Aurore. D'une part, parce qu'il semble que d'une part, je crois que malgré le côté libéral du ministre des Finances allemand actuellement, et le côté aussi libéral aux Pays-Bas, je crois qu'il y a une évolution de la perception qu'on a besoin d'investir. Donc ce besoin d'investissement qui est là et qui est aussi dans l'intérêt de l'économie allemande et de l'économie des Pays-Bas. C'est-à-dire que je pense que géopolitiquement et géoéconomiquement, je crois qu'ils voient très bien que le marché extérieur chinois qui a porté très largement leur stratégie d'exportation, commence à diminuer et qu'il va y avoir une demande très forte
pour la transition, d'investissement dans la transition dans l'ensemble de l'Union européenne, et que ceci va devoir être financé. Donc je pense que là, véritablement, il y a un relais, il y a un changement de... C'est la façon dont moi j'interprète la coalition libérale, verte, allemande, social-démocrate, allemande, c'est exactement cette alliance-là de gens qui veulent faire la transition tirée par des exportations et par les investissements. J'ai d'ailleurs même eu quelqu'un d'un think tank allemand qui me l'a dit tel quel. Donc c'est vraiment comme ça. Et donc je pense qu'il y a cette évolution d'esprit qui fait qu'on va avoir plus. Le problème que j'ai avec ça, c'est plus de quoi et pourquoi faire. Et ça, ça va être vraiment l'enjeu très important des je réorganise tout moi aussi, hein, donc je parle en freelance. Là. Vous avez pratiquement tout pris. Donc la position de la France et de Bruno Le Maire, c'est vraiment quelque chose, on dit on va faire plus de croissance, plus d'investissement. Et toute la question qui va se poser, c'est comment on va arriver en effet à réguler ce plus et quelle va être la bonne gouvernance pour arriver à mettre en place des mécanismes qui fait que on n'aura pas croissance, et qu'après on n'aura pas fait la transition. Ça, c'est le vrai souci que j'ai. Je crois que nous allons sortir dans les 2-3 prochains jours quelques réflexions là-dessus. Je vais juste dire deux mots. Premièrement, vous avez parlé d'indicateurs. C'est vrai que en tant que parti politique, c'est évident que vous allez travailler le welfare, etc., etc. Dans le cadre plus étroit, disons, du pacte de stabilité et la réforme des règles budgétaires, je pense qu'il faut être un peu plus terre à terre, donc un peu plus modeste. La première idée que nous développons, c'est de dire qu'il va falloir associer au plus, c'est-à-dire à plus d'investissements, à plus de dépenses publiques, pas nécessairement investissement seulement d'ailleurs, puisque la transition nécessite pas mal de dépenses courantes aussi, y compris subvention des investissements privés, de l'isolation des logements, des transferts sociaux pour compenser les hausses de prix, etc. Donc c'est un ensemble. Donc le premier, c'est qu'il faut associer ça à des objectifs déjà adoptés au niveau européen, donc, et précis, c'est-à-dire la réduction des effets de gaz à effet de serre, c'est-à-dire la protection, le pilier des droits sociaux, etc., où on peut mettre des indicateurs et associer des indicateurs à des objectifs qui sont agréés et pas contestables. Donc il ne faut pas être trop large. Les SDG, pour moi, ça va partir dans tous les sens, ça ne va jamais marcher. En revanche, si on dit vous faites une transition dans tel secteur et ça va économiser tant de CO2, là, l'ensemble des dépenses qui seront là-dessous pourront être prises. Ça, c'est le premier step. Deuxièmement, il va falloir vraiment pousser les États membres et l'ensemble des États membres, y compris la France, à mettre en place des programmes, des processus, des méthodes de budgétisation qui sont adaptées au niveau défi. Et elles ne le sont pas actuellement. On n'a pas de budgétisation verte qui tienne la route, on n'a pas d'évaluation d'impact environnemental et climatique qui tienne la route. Et je parle en général dans les pays de l'Union européenne et même en France où il y a quelques progrès, il y a beaucoup reste à faire. Donc c'est véritablement ce point-là qui devrait être mis en avant, l'amélioration de la gouvernance budgétaire. Et la troisième chose qu'il va falloir mettre en avant, c'est en effet la cohérence avec les politiques sectorielles, les réglementations, les capacités administratives, etc. Il ne suffit pas de faire une dépense, il faut aussi avoir la bonne réglementation qui va avec pour éviter ce qu'on appelle les effets de rebond, etc. Donc c'est cet ensemble, la mise en cohérence dans une politique, de préférence sectorielle, puisque les politiques de transition se conçoivent essentiellement au niveau sectoriel, la programmation à long terme, parce qu'on en a pour 30 ans, et l'association à des objectifs spécifiques européens. Je crois que ce sont les trois éléments. Et je pense vraiment, la grande bataille politique, ça ne va pas être sur le plus, ça va être une bataille souterraine qui va être menée de façon très technique, et sur comment on arrive à ce que ce plus ne se termine pas par plus d'investissements bruns, et se termine par plus d'investissements verts et beaucoup moins d'investissements bruns. Et ça va être le vrai débat.
plus, à mon avis, qu'on devrait mener, la vraie bataille que nous devrons mener, plus que le plus. Voilà. J'arrête là-dessus. Merci. J'ai rien dit de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ouais, alors peut-être que ce moment d'échange sera l'occasion d'ajouter 2-3 points que tu as lâchés sur ta feuille de route. Non, mais en tout cas, je pense qu'on a eu un bon horizon. Je pense qu'on va donc ouvrir le débat à tout le monde. N'hésitez pas à lever la main pour poser une question ou à la mettre dans le chat, mais avant que les premières questions arrivent, est-ce qu'un de nos intervenants veut rebondir à ce qui a été dit, peut-être rapidement? Aurore, tu as été beaucoup prise à partie. Peut-être que tu as une chose à répondre. Oui, je voulais juste rappeler déjà aussi le rôle du commissaire Gentiloni. Parce que, sincèrement, on a un commissaire européen qui, sur les questions de semestre européen et de sa réforme de règles budgétaires et sur les questions fiscales, fait vraiment le boulot. Voilà, je tenais à le saluer parce que c'est quand même un plaisir de travailler avec lui et il fait vraiment tout ce qu'il peut et dans un contexte qui n'est pas forcément simple d'ailleurs. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je veux... Oui, je suis d'accord évidemment avec ce que vient de dire Olivier Baudin. Néanmoins, je peux noter que parfois, oui, c'est pas une question de pays, je ne vais pas essentialiser du tout, c'est une question aussi de tradition politique et d'institutions et de rapport aussi à l'Europe. Hein. Je vois bien qu'il y a certains pays, on peut mentionner par exemple le Danemark, hein, qui des fois, quand il y a des possibilités de faire un saut fédéral sur certaines questions, ou dès qu'ils voient qu'on peut aller vers un petit peu de fédéralisme, sont pas à l'aise. Hein. Voilà. Et donc là, tout d'un coup, je me retrouve effectivement, par contre, avec une délégation hollandaise qui est fantastique, je vais pas mentir, et qui va aller justement très, très loin sur les questions fédérales, au contraire. Et par contre, côté danois, ça va être, voilà, c'est pas forcément les mêmes traditions, etc. Et on l'a vu, par exemple, sur le minimum, le salaire minimum, la directive européenne sur le salaire minimum, côté Parlement européen, chez les sociodémocrates, ça a été un moment de tension. Alors que c'est une idée qui vient des sociodémocrates. Et ça a été un moment de tension parce que justement, on n'a pas les mêmes institutions, on n'a pas le même fonctionnement, on n'a pas la même tradition. Et donc, pour une partie des Nordiques, Suédois, Danois notamment, le fait que tout d'un coup, en fait, la puissance publique vienne mettre son nez dans la définition d'un salaire minimum, c'était vu pour eux comme une régression, vu que la définition chez eux, la fixation des salaires ne se fait pas du tout comme ça et que d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal. Donc, des fois, c'est vrai que c'est effectivement, tu as raison, je n'aurais pas dû parler comme ça, mais ce n'est pas une idée d'essentialiser les pays de manière culturaliste. Loin de là, c'est aussi parce qu'on n'a pas les mêmes... Voilà, on n'a pas les mêmes fonctionnements institutionnels et les mêmes traditions, les traditions politiques, même si évidemment on se rejoint sur l'essentiel. Merci Aurore. Je vais donner la parole à Christophe. Oui, merci. Je vais juste réagir sur 2 points. Le premier, moi je suis beaucoup plus pessimiste qu'Olivier. Je ne crois pas du tout que le principe du plus soit acquis. Et je vais donner 3 exemples très rapides. Premier, qui est aussi dans le débat actuellement, à chaque fois que la Commission cherche à mettre sur la transition énergétique des jalons 2035, par exemple, elle est en grande difficulté. Et tout le monde est prêt à dire quelque chose pour 2050, mais quand il faut des objectifs intermédiaires qui obligent les États à prendre des engagements concrets de mobilisation, c'est plus difficile. Moi, je fais partie, donc je suis rapporteur du comité des régions pour l'espace européen de la recherche. Donc, on a été amené à retravailler sur un texte un peu cadre de la mobilisation européenne sur les questions de recherche, d'innovation et de formation. Alors, je suis seul représentant des villes et des régions avec la Commission et les 27 États membres dans ce working group. Et quand on a dû reparler de l'objectif des 3% du PIB pour la R&D, tous les États membres presque étaient contre. Et ils disaient tous, bon, pourquoi pas, mais pas par la dépense publique, au mieux par l'incitation fiscale, et si c'était uniquement par la dépense privée de R&D, ce serait parfait. Et plus récemment, là je suis rapporteur donc, de l'autorité européenne donc, de prévention et de gestion des risques sanitaires.
Je rappelle que pour le moment, ce dossier avance mal parce que les États mettent en minorité la Commission au Coreper. Pourquoi? Parce que leur peur bleue, c'est pas seulement que la Commission ait plus de pouvoir dans le régalien du sanitaire, c'est qu'il y a une pression au réinvestissement dans les systèmes de santé. Dans les couloirs numériques, si on peut appeler ça comme ça, c'est assumé parfaitement par les États. Le mandat qu'ils ont, les représentants, c'est qu'il ne faut pas accepter qu'il y ait un regard européen qui puisse mettre en lumière les insuffisants du système de santé. Je prends un truc très concret, augmenter la capacité des hôpitaux pour pouvoir garder les soins programmés en même temps qu'on accueille les victimes d'une crise. Bien ça, les États ne veulent pas en entendre parler. Donc, c'est ces éléments-là qui me rendent plus prudent. Par contre, je partage totalement l'idée que peut-être que ce n'est pas la bonne stratégie de prendre en frontal les critères du pacte, et peut-être que la bonne stratégie, c'est de parler agenda d'investissement, rythme et financement des investissements. Et là, on peut se rejoindre. Moi aussi, je trouve que les objectifs de développement durable, les SDG, c'est tellement large que finalement, ça n'a pas d'impact. Donc, moi, l'idéal pour moi, et c'est ce qu'on a écrit d'ailleurs dans le projet du PS sur l'Europe, c'est qu'on soit capable d'identifier quelques grands objectifs mobilisateurs, écologiques et sociaux. Par exemple, la pauvreté, mais la pauvreté des personnes âgées, par exemple, qui n'est pas du tout un objectif européen, la pauvreté des enfants, qui l'est un peu plus, et d'autres, hein, mais quelques grands objectifs de mobilisation, et que derrière, qu'on assume le fait qu'il y a un sous-investissement généralisé dans des infrastructures et dans l'investissement humain et social qu'il va falloir définir. Ce serait une grande victoire d'admettre l'idée qu'il y a de l'investissement humain et social, que ce n'est pas des dépenses de fonctionnement. Ça, j'appuie ce que disait Aurore. Donc, un agenda politique, un programme d'investissement à la clé, et évidemment aussi écologique, et des enjeux de financement. Et là, pousser les feux sur les ressources propres de l'Europe pour que ça ne repose pas uniquement sur la mobilisation nationale, puisqu'on voit bien aussi qu'un des freins majeurs, c'est qu'aujourd'hui, les finances européennes dépendent avant tout des contributions sur les budgets nationaux. Et que dans un contexte où les indicateurs de déficit des États restent un élément que tout le monde a en tête, cette question de la mobilisation des budgets nationaux pour financer des programmes d'investissement européens reste bloquante. Donc là, il y a eu un pas qui a été fait dans la crise, mais il faut un autre pas. Donc l'idée du second plan de relance, ou d'un, que ce n'est pas la bonne manière de l'appeler d'ailleurs, hein, mais d'un plan d'investissement pour l'avenir de l'Europe et de la manière de le financer, me semble être peut-être la meilleure manière de faire exploser le cadre sans le prendre frontalement. Merci Christophe. Par ailleurs, moi j'ai l'impression que dans les négociations européennes, ça fait partie un petit peu de la contre-proposition, en tout cas une des contre-propositions qui sont sur la table, de certains qui ne voudraient pas toucher au cadre des règles budgétaires et de garder ces limites-là, tout en disant on va augmenter la capacité de financement, ce plan-là, pour justement qu'il y ait plus de dépenses. Et il ne faudra pas oublier que voilà, une dépense pour une dépense, derrière, il doit quand même y avoir des objectifs. Et c'est par rapport aussi à la question des critères et des indicateurs. C'est ce qu'on disait un petit peu au début, Aurore l'a dit aussi. Les indicateurs, ils sont essentiels, mais ils sont pas. Il faut inverser les normes. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'avoir un indicateur et de chercher à maximiser les indicateurs nécessairement. C'est plutôt de se dire que l'indicateur, c'est un moyen de monitorer le succès d'une politique, mais que le principe premier devrait être son objectif. On définit les objectifs. Et de ça peut venir éventuellement la question de l'indicateur. De la même manière que le PIB au début, c'était un indicateur pour justement vérifier un petit peu le succès ou pas du New Deal. En fait, 50 ans plus tard, avec l'habitude, c'est devenu finalement un objectif premier de maximisation du PIB, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment. Et effectivement, ça fait partie, à mon avis, des vieilles logiques un peu à démonter. Ayant dit ça, je vois qu'il y a déjà une question sur le chat, c'est très bien. C'est Roland qui nous demande si pour changer d'indicateur de déficit et de dette publique, une fois la crise Covid terminée, faudra-t-il modifier le traité de Maastricht et ses critères de convergence contraignants? J'apporterai juste un petit élément pour dire que, a priori, en Europe, il y a quand même une chose qui est très belle, c'est que les traités peuvent être réinterprétés sans forcément être changés. Donc, il doit y avoir quand même un moyen de le faire sans avoir à modifier les traités. Mais je laisserai tout de suite la parole à Olivier qui a demandé la main là-dessus et sur d'autres points sur lesquels tu veux rebondir, Olivier, bien évidemment.
Tu es sur mute, vas-y. À la question, c'est clairement non. Il y a le traité de Maastricht, il y a toute une flopée de droits dérivés qui a été adopté d'abord en 97, en 2005, en 2011, en 2013. Des codes de conduite, là, les juristes économistes peuvent se donner à cœur joie pour réinterpréter et redresser. Donc, c'est pas la peine. Je crois qu'il y a des marges à l'intérieur du traité. Et de toute façon, ce ne sont que ces marges-là qui pourront être utilisées. Mais j'aimerais rebondir sur la question des objectifs. Je crois qu'il y a un point sur lequel nous devons être clairs, c'est qu'il y a encore 8% de chômeurs en Europe, que certains pays ont 12-15% de chômeurs, qu'il y a des pays comme l'Espagne et la Grèce où il y a 30% de chômeurs de jeunes, et que les règles budgétaires ont comprimé à la fois l'investissement public et l'emploi. Et je crois un des grands enjeux, une des grandes batailles que les sociodémocrates devraient pouvoir mener, y compris avec un certain nombre d'alliés en Allemagne, de gens qui sont assez proches à la fois du Parti social-démocrate et qui viennent maintenant du ministère des Finances et qui en sont loin, c'est la question de quel objectif fixe-t-on en termes d'emploi, en termes macroéconomiques aux règles budgétaires. Est-ce qu'on va continuer à mener des politiques orientées sur un taux de chômage acceptable, naturel, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, Aurore, c'est de quoi je parle, ou est-ce qu'on va fixer des objectifs d'emploi beaucoup plus ambitieux, quitte à mettre derrière des politiques d'intégration et des politiques actives de l'emploi pour réaliser ces objectifs. Il n'y a aucune raison que l'Union européenne continue à avoir 8%, 7%, 8% de taux de chômage en moyenne, que des pays comme l'Espagne, la Grèce, etc., l'Italie, aient des taux de chômage absolument excessifs. Il y a des ressources humaines énormes à mobiliser. Je crois que ça pourrait être un véritable enjeu, y compris social-démocrate, mais pas seulement. Donc on a besoin d'emplois verts et il faut se donner les moyens de les créer, je crois. Et ça, c'est aussi un enjeu des règles budgétaires, parce que les règles budgétaires, telles qu'elles ont fonctionné, ont comprimé la demande, les investissements publics et l'emploi. Et ça, il va falloir retourner. C'est le deuxième enjeu de ces règles. Et je reviens à mon optimisme. Mon optimisme est plus lié au fait que le patronat allemand et le patronat des Pays-Bas, finalement, ont déjà pris position pour une réforme des règles budgétaires. Hein. Le patronat allemand a déjà dit finalement ces règles, on a manqué d'investissement en Allemagne, etc. Ça ne va pas, il faut sortir. Donc il y a aussi un débat en Allemagne actuellement sur la réforme de leurs propres règles budgétaires, parce qu'ils ont leurs propres règles budgétaires nationales plus restrictives que l'européenne. Et donc il y a ce débat-là aussi en Allemagne. Et c'est pas sûr qu'il soit perdu. Et il sera gagné éventuellement par la porte de derrière, en redéfinissant ce qu'est le taux de chômage naturel, ou le taux de chômage attendu et le taux de chômage normal. Ils sont en plein débat actuellement en Allemagne pour dire que la façon dont le taux de chômage et donc le potentiel de production et donc le déficit structurel, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc le taux de chômage qui est acceptable, la façon dont c'est calculé n'est pas acceptable, justement. Et ce débat-là, ils vont le mener, et c'est peut-être aussi un moyen de re-rentrer dans une discussion qui sera technique, mais qui finalement a été menée au niveau politique très souvent, notamment avec les Italiens qui ont contesté l'objectif à moyen terme budgétaire, etc. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de portes qui s'entr'ouvrent. Voilà. Merci Olivier. Je vais réencourager nos participants à prendre la parole et à poser des questions, bien sûr. Peut-être une question qui sera adressée à Aurore, je vois, sur l'annulation de la dette. Mais Aurore, tu voulais prendre la parole, vas-y. Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai l'option main a disparu. Donc, je suis en pleine recherche, donc résultat, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah si, ça y est. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que effectivement, en Allemagne, il y a un gros débat sur la question de l'investissement parce que quand on épargne trop et qu'on n'investisse pas, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment?
on a des problèmes. Et les problèmes en Allemagne, c'est la qualité, par exemple, des infrastructures. On oublie souvent que dans les campagnes, les élections allemandes, c'est un débat qui revient tout le temps ces derniers temps. Et ça, c'est marrant, on n'en parle pas assez, je trouve, en France, du fait que bon courage pour prendre le train en Allemagne, par exemple. Bon courage pour prendre le train en Allemagne, c'est un enfer. Sur la qualité des ponts, sur la qualité des routes, etc. C'est un vrai sujet en Allemagne. Après, est-ce que franchir le Rubicon, je ne sais pas. Vraiment, c'est quand même très... c'est pas rien pour eux, hein, quand même. Faut s'en rendre compte. Donc, moi, je serais plutôt un peu pessimiste, à vrai dire, comme Christophe, mais en même temps, il faut toujours croire qu'on peut gagner et se battre. Voilà, donc on va continuer à se battre, mais c'est vrai que je suis un peu pessimiste. Et en revanche, oui, on a besoin de toute façon, je crois que c'était McKinsey qui disait ça, 60% de l'investissement dans la transition écologique n'est pas rentable. Ça veut dire que c'est de l'investissement public. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut aussi regarder la réalité macroéconomique. En fait, on fait beaucoup d'idéologie avec de l'économie, je trouve. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on met l'idéologie dans les moyens et pas dans les finalités. Et en fait, quand on regarde la situation macroéconomique, oui, 60% des investissements n'ont aucune rentabilité. Il faudra donc que ce soit absolument de l'investissement public. Je vois qu'il y a une question effectivement sur la Banque centrale européenne. Oui, nous, on avait proposé une annulation de dette, non pas pour annuler la dette, mais en fait pour la conditionner à du réinvestissement. En gros, de dire on annule une partie, mais en contrepartie, vous investissez. C'était ça l'idée, c'était de renforcer l'investissement de cette manière-là, parce que de toute façon, il n'y en a pas d'investissement. Voilà. Ensuite, la situation, aujourd'hui, si je peux juste dériver sur la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne se trouve dans une situation compliquée, parce qu'en fait, on a créé une zone économique sans budget. Et normalement, une monnaie sans budget, ça n'existe pas. C'est un truc qui n'existe pas. Donc déjà, le fait que ça tienne, c'est quand même un miracle. Quand vous avez une monnaie, il vous faut un budget parce que le taux de change de la monnaie, finalement, normalement, en fonction de l'état de votre économie, vous allez adapter votre taux de change. Voilà, c'était comme ça que l'Italie exportait un certain type de biens parce qu'elle jouait sur son taux de change. À partir du moment où tout le monde a les mêmes taux de change, peu importe l'état de l'économie, il faut qu'il y ait une possibilité d'avoir du transfert entre les pays parce qu'il y a certains pays comme l'Allemagne pour qui ça ne va poser aucun problème. Il y en a d'autres, comme l'Italie, auquel ça peut poser un problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un budget. Et donc, en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'au lieu de se battre sur des règles budgétaires nationales, il faudrait effectivement se battre sur la question du budget, notamment pour aider la Banque centrale européenne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la seule institution qui fonctionne au niveau européen correctement, c'est la Banque centrale européenne. Et c'est le pilier. Pour moi, c'est vraiment le pilier de l'Europe, la Banque centrale européenne, et elle doit tout faire. Elle doit tout faire. C'est-à-dire qu'elle doit surtout faire en sorte que les écarts de taux d'intérêt, notamment entre les pays, n'explosent pas en termes de refinancement. Voilà. Donc, dès qu'il y a une crise, on se retourne tous vers qui ? Vers la Banque centrale européenne qui fait ce qu'elle peut. Mais là, elle va se retrouver dans une situation, moi, je trouve très difficile à gérer parce que notamment sur la question de l'inflation, elle ne peut strictement rien faire. Et puis surtout, elle ne peut pas… on lui demande finalement de remplacer le budget, la politique budgétaire. Et en fait, elle ne peut pas faire ça. Voilà, elle ne peut pas tout faire, la Banque centrale européenne. Donc, à un moment, même au-delà de la réforme de la pacte de stabilité et de croissance, il faudra vraiment qu'on ait à un moment un budget et qu'on sorte… Si on accepte d'avoir une monnaie commune, on accepte d'avoir un budget commun. Ce n'est pas possible autrement. Voilà. Merci Aurore, et j'espère que ça répond à la question de Roland. Christophe, je te laisse la parole dans 2 minutes. Je réponds juste à Jean qui intervenait sur la question de la régulation financière. Alors, les travaux seront disponibles, je pense, d'ici quelques semaines, mais quand il s'agit de régulation financière, la première chose qui vient en tête, c'est évidemment les règles prudentielles. Donc, ça fait bien sûr partie du panel d'options qui sont évoquées, en sachant quand même une chose, c'est que même si beaucoup, dont moi-même, on appelle de nos voeux le fait de pouvoir pénaliser l'investissement brun, il faut quand même reconnaître que l'essence même de l'outil prudentiel, la manière dont il est appliqué ensuite et ce qu'il est censé faire, fait que ce n'est pas forcément l'outil le plus adapté. Alors, s'il peut aider ou s'il peut au moins ne pas bloquer la transition écologique, tant mieux. Et il y a donc des propositions à faire là-dessus.
Mais en fait, on part du prudentiel pour mieux le démonter et montrer tout ce qui peut être fait par ailleurs. Il y a du green LTRO, ça revient aussi un peu à ce que disait Aurore sur le fait de conditionner les choses. Et sur le brun, il faut aussi se méfier justement du retour de bâton, de trop le pénaliser, puisque c'est ce qui freine la transition, puisque personne ne veut... Enfin, que faire de ces actifs bruns qui seront sur les bilans des banques, qui vont soit perdre de la valeur et qui en plus coûteront plus cher en capital avec les nouvelles règles prudentielles, qui seront des excuses parfaites pour que les banques ne fassent rien, ou alors refiler ça au shadow banking comme on sait faire avec les créances douteuses, etc. Donc c'est malheureusement, enfin, pour faire une mauvaise analogie, c'est pas blanc ou noir. Et si effectivement il y a un risque probablement associé à la volatilité des actifs bruns dans le contexte d'une transition écologique qui fait que d'un point de vue purement prudentiel, il y a certainement une pénalisation à faire, il ne faudra surtout pas s'arrêter là parce que en fait, il y a d'autres outils qui sont aussi plus efficaces et il faudra de toute façon régler le problème. Les créances brunes ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc, il va falloir faire quelque chose avec ça. Voilà, je terminerai là-dessus, mais ça fera partie effectivement des choses. Christophe, je te laisse la parole. Merci, Mickaël. Bon, en France, on vit dans l'idée qu'on peut faire la révolution tous les 5 ans au moment de l'élection présidentielle, et puis généralement, on ne la fait pas vraiment. Et d'ailleurs, un des bilans de Macron, c'est que, quelle que soit la liste des horreurs qu'il aura faites, il n'aura appliqué qu'une partie de son programme à l'issue des 5 ans face aux résistances de la société et face à la crise de la Covid. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'inverse, effectivement, dans l'Union européenne, pour faire bouger les choses, il faut trouver une porte d'entrée assez consensuelle. Et je pense que la question de l'investissement, j'y reviens, est centrale. Alors, il y a un enjeu quand même de récit sur les questions d'investissement, parce que la question, c'est quand même pourquoi il faut investir. Alors, on a tendance à oublier les effets de la crise de 2008, comment elle a contraint les États et comment elle a amené à réduire l'investissement dans l'éducation, dans la recherche, dans la santé, partout. Sur la santé, y compris en France, les chiffres sont clairs. C'est à partir de 2009-2010 que l'investissement dans l'hôpital a baissé. Mais vous ne pouvez pas imaginer les baisses, par exemple, d'investissement dans les universités en Grèce, au Portugal ou en Espagne. Ça a été des ruptures considérables. Donc, je pense qu'il y a un enjeu de réinstaller cette idée qu'on a un passif de sous-investissement, qu'on a accumulé du sous-investissement, qu'il y a un rattrapage nécessaire. C'est la première idée. La deuxième idée, c'est le driver écologique, évidemment, lié à l'urgence écologique, aux enjeux de la transition. Mais on sait que ce n'est pas si simple que ça d'entraîner sur ce driver-là. Et puis le troisième, c'est quand même celui de la crise sanitaire, parce qu'on s'est rendu compte que pour affronter les crises, il fallait des ressources, il fallait des services publics, il fallait des infrastructures, il fallait pouvoir toucher les populations. On s'est rendu compte que les populations les plus fragiles et les plus pauvres mouraient beaucoup plus vite. Mais là encore, il va falloir remettre les chiffres sur la table. C'est massif. Les inégalités face à la crise de la Covid ont été absolument terrifiantes. Donc je pense que si on arrivait à combiner ces trois logiques-là, sous-investissement accumulé, transition écologique et redonner de la résilience humaine aux sociétés européennes face à des crises sanitaires ou des crises sociales qui vont venir pour des raisons soit de santé, soit pour des raisons écologiques, on aurait une base. Et du coup, après, avec quels arguments politiques? Pour moi, il y en a trois, et le troisième sera peut-être le plus surprenant pour vous. Bon, le premier, c'est quand même la nécessité. Il y a des besoins humains aussi que les gens expriment. Donc, le rôle des gouvernements, c'est quand même de répondre à des besoins humains, et aujourd'hui, ils sont plus forts, plus évidents à la sortie de la crise de la Covid qu'avant. Donc, c'est quand même un levier politique. Le deuxième levier politique, c'est quand même la question de la souveraineté. Alors, il faudrait trouver un autre mot, l'autonomie, l'indépendance, la souveraineté, je ne sais pas lequel est le bon. Eh bien, l'idée que pour défendre son modèle de société et répondre aux besoins humains, l'Europe a besoin de maîtriser plus de production sur son sol. Ce n'est pas la souveraineté au sens de la fermeture, se couper du commerce international. Ça, c'est quand même un driver de réinvestissement aussi. Et puis le troisième, et je termine par là, c'est la cohésion. Pourquoi? Parce qu'au sein du PSE, je vais vous raconter une anecdote de présidence du PSE. D'habitude, en gros, disons qu'on met les problèmes sous la table et puis que l'essentiel, c'est qu'à la fin de la réunion, la famille soit unie, comme on dit. L'essentiel, c'est l'unité de la famille, avec les frugaux dont parlait Aurore et les dépensiers du Sud. Puis, il y a eu un moment où le dépensier a dit au frugal, et vraiment concrètement, un Espagnol,
un Portugais à une Suédoise ou une Danoise. C'est marrant parce que c'est assez genré aussi, la représentation. Leur a dit, mais ta richesse, elle vient de moi. Si moi je meurs, tu meurs avec moi. Donc maintenant, le sujet, c'est pas de garder ton argent et de me le donner, c'est de savoir si tu veux te sauver toi-même, parce que ta prospérité repose sur l'existence du marché unique européen, sur cette dynamique collective d'un marché large qui permet à des entreprises de petits pays d'avoir développé leurs innovations, de développer leurs produits et de créer des emplois dans leur pays d'origine. Et je crois qu'il faut marteler cette idée-là, c'est-à-dire si on laisse se développer les inégalités, l'Europe explose. Si on n'investit pas en commun à l'échelle européenne, on laisse s'accroître les inégalités et on prépare la destruction de l'Union. Présenté comme ça, on retrouve un peu d'écho chez les frugaux, et là encore, j'insiste, par un financement directement communautaire plutôt que par l'augmentation des contributions nationales. Si on arrive à décorréler l'investissement européen des contributions nationales, je pense que politiquement, on y arrivera. Donc Pierre Larrouturou n'est pas là, mais oui, la taxe sur la transaction financière, le correctif carbone aux frontières de l'Union, la lutte contre les paradis fiscaux. Et oui, je vais dire, s'il y a un truc qu'il faudrait changer dans les traités, c'est quand même la majorité sur la fiscalité et sur l'harmonisation, parce que c'est aujourd'hui l'élément le plus bloquant. Donc, si les Européens devaient dire quelque chose aujourd'hui dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, pour moi, c'est de dire faire sauter ce verrou-là pour qu'on puisse donner des ressources à l'Europe, pour qu'on puisse investir ensemble et trouver des solutions ensemble à l'échelle européenne. Merci Christophe. À toute fin utile, tu faisais référence à l'unanimité sur les affaires fiscales. Alors, pour reprendre le fil, donc Jean nous signalait effectivement de la part du comité de Bâle une consultation en cours sur les règles vertes à laquelle notamment Finance Watch incite à répondre. Et du coup, je vais laisser la parole à Aurore qui voulait rebondir sur le prudentiel. Oui, je vais les rebondir parce que je voulais dire qu'effectivement, le prudentiel doit servir à faire du prudentiel. Et en fait, il faut distinguer le prudentiel de la politique monétaire. Et autant le prudentiel est là pour protéger, finalement, en quelque sorte, autant la politique monétaire peut réorienter vers la transition écologique. Alors, c'est vrai que tout ça est très emmêlé, mais quand même. Et pour le coup, je vois ce qu'a posté Jean. Et effectivement, moi, c'est la proposition qu'on défend au Parlement européen. Que notamment moi et Paul Tang, beaucoup, c'est-à-dire l'idée de dire, OK, on a entendu que les banques centrales, tous les banquiers centraux nous disent que dorénavant, le dérèglement climatique constitue un risque systémique, voilà, et qu'en conséquence, les banques doivent être provisionnées comme telles. Et en gros, c'est la règle du 1250%, c'est-à-dire qu'on dit, les banques, si vous voulez financer des énergies fossiles, etc., vous pouvez, mais en gros, vous le faites sur vos propres fonds, quoi. Vous ne commencez pas à lever de l'argent là-dessus. Donc, en gros, c'est ça, c'est pour dire que comme il y a un risque sur effectivement ce type d'assets comme d'actifs, eh ben, dans ce cas-là, vous provisionnez tout. Et je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, récemment, j'ai oublié son nom, cet économiste anglais qui est à la Banque d'Angleterre l'a proposé aussi et l'a soutenu. Nous, on n'a pas arrêté de la soutenir du côté du Parlement européen avec Paul Tang notamment, et on a envoyé je ne sais pas combien de lettres à la pauvre, à McGuinness et à Lagarde, etc. Mais on pense que vraiment, effectivement, il faut faire ça parce qu'il y a un risque systémique avec lequel il ne faut pas rigoler. Et oui, la proposition de Finance Watch là-dessus, je la trouve mais absolument parfaite, comme beaucoup de leurs propositions d'ailleurs. Sur la question, je voulais revenir sur la question effectivement de la dépendance entre pays qu'a soulevé Christophe. Il a entièrement raison. On a souvent tendance à oublier que pour qu'un pays soit excédentaire, il faut qu'il y en ait un autre qui soit déficitaire. C'est la base, par exemple, en commerce international. Je veux dire, il faut qu'à un moment, il y ait un équilibrage des balances et qu'il y ait un lien de dépendance en fait, entre tout ce petit monde. Et Sassoli, le président Sassoli du Parlement européen, qui est décidé il n'y a pas longtemps, je me rappelle, avait fait une vidéo très forte au moment justement où on était au plus fort de la crise sanitaire
qu'il y avait eu un Ecofin, si ma mémoire est bonne, et que ça s'était clashé notamment entre le Portugal et certains pays nordiques, avec des propos qui étaient notamment d'un ministre hollandais qui n'était pas correct, qui était vulgaire justement, pour reprendre les débuts du propos de Michael. Sassoli avait dit, mais il avait fait un discours sur son bureau, il avait pris ses tulipes, il a dit, mais à qui vous allez les vendre, vos tulipes si tout le monde s'effondre autour de vous? C'était un moment fort, je trouve, et il avait entièrement raison. Et je trouve qu'il faut effectivement présenter les choses sous cet angle-là. Donc oui, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est l'investissement. Et Olivier l'a rappelé, on est dans une situation de sous-investissement depuis X années. Et après, juste sur les questions d'emploi, le chômage est toujours un choix, hein. C'est jamais un résultat économique. C'est un choix, le chômage. C'est un choix de société. La construction européenne, telle qu'elle s'est faite, est malheureusement une zone qui est beaucoup plus faite pour les rentiers que pour les salariés. Et c'est une zone déflationniste, mais déflationniste sur les salaires, en fait. Sur les salaires. Et ça, c'est terrible. C'est absolument terrible. Et on travaille, nous, pour le coup, avec notamment la FEPS au niveau européen, les sociodémocrates, et aussi régulièrement avec le commissaire Nicolas Schmit, qui est un très bon commissaire aussi, on a de la chance de l'avoir, sur la question, par exemple, d'une garantie de l'emploi dans certains domaines, notamment dans le domaine de la biodiversité, etc. Donc, c'est effectivement la question des emplois verts, ce qui permettrait de répondre à des besoins non satisfaits ni par le marché, ni par l'État. Et évidemment, ça ne sera sûrement pas mis en place sous ce mandat, mais on commence à dire que, en fait, ça ressemble à l'expérimentation au territoire zéro chômeur, si vous voulez, que vous connaissez tous, j'imagine ici, et on est en train d'essayer de la porter au niveau européen, pour voir comment on pourrait faire ça un peu dans d'autres pays. Je pense notamment à la Pologne, qui va avoir un problème de transition à mener. Voilà, j'étais très longue, je me tais. Merci Aurore. On va se diriger tout doucement vers la conclusion. Je vais laisser la parole à Olivier qui l'a demandé, et puis je pense que je passerai à Christophe pour la conclusion. En tout cas, merci pour ce débat passionnant. Et Olivier, la parole est à toi. Oui, donc il faut que j'invente rapidement une petite conclusion. Non, je veux revenir sur la question de la concurrence sociale, en effet. Parce que tout le monde a en tête la concurrence fiscale et l'évasion fiscale qui a été programmée par la règle de l'unanimité. On a eu aussi, depuis les années 80 pratiquement, depuis la fin des années 80, une concurrence sur la réglementation du droit du travail et sur les salaires. Et en effet, ce qu'Aurore a dit est tout à fait juste. La construction européenne a été déflationniste pour les salaires. Ça a été un vrai problème, sans qu'il y ait eu une compensation par la demande budgétaire. Et donc, on a vraiment eu un double piège là. Et heureusement, il y a maintenant, j'espère que le droit sur le salaire minimum va passer de façon correcte, ce qui n'est pas encore gagné grâce à la présidence française. Enfin, c'est pas gagné parce que la présidence française, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est un point. Et l'autre chose, peut-être simplement, je crois, il y a aussi la question de la coordination entre les politiques budgétaires, prudentielles et monétaires. C'est-à-dire qu'on peut, bien entendu, s'il n'y a pas en même temps des visions claires de la politique budgétaire pour favoriser la transition, et pour aider à la transition, les politiques prudentielles risquent d'être extrêmement disruptives. Donc c'est véritablement, là, on a là un problème. Si vous cassez les actifs bruns, que vous avez des actifs échoués, et que vous n'avez pas en même temps suffisamment d'incitation à investir dans le vert ou dans la transition, on va avoir un vrai problème. Donc c'est véritablement cette coordination entre la politique budgétaire, politique prudentielle et politique budgétaire est importante. Et là, pour finir, donc pour conclure, signer tout ce qu'on vous propose pour soutenir la réforme du pacte de stabilité. L'engagement citoyen est important. Et je crois que ça met quand même une pression, et le commissaire Gentiloni
nous a dit que ça devait aussi l'aider énormément de voir qu'il y avait des gens qui sont derrière. Et donc, c'est un moment important. Et la question qui va se poser, c'est pourquoi, dans quoi on va investir. Et là, vous allez voir que sa bataille va être rude. Voilà. Merci. Merci Olivier. Christophe? Oui, je ne vais pas re-rentrer dans les différents points du débat, peut-être juste dire que, et ça sera un élément d'optimisme, là du coup, je pense qu'on est dans un débat qui est ouvert et dans lequel les citoyens peuvent intervenir, dans lequel il y a des rendez-vous politiques. Donc d'abord, il y a des rendez-vous politiques qui sont derrière nous. Les élections allemandes n'en sont pas le moindre, les élections portugaises récemment. Donc il y a un rapport de force politique européen qui tend quand même à s'améliorer et qui est une opportunité. La deuxième chose, c'est qu'il y a les consultations qui ont été évoquées et la conférence sur l'avenir de l'Europe. On est tous très sceptiques sur cet exercice-là, mais il faut l'utiliser, il faut s'en saisir pour faire entendre ces approches-là. Le troisième élément, c'est qu'il y aura un congrès du Parti des socialistes européens en 2022. Alors là encore, il ne faut pas trop en attendre, mais nous, on va se battre pour que ce congrès soit un congrès politique. Il a été différé à plusieurs reprises à cause de la crise de la Covid. Donc s'il a lieu avant ou après l'été 2022, il aura lieu moins de 2 ans avant les prochaines élections européennes. Et il est temps de donner un horizon politique commun aux progressistes européens pour dire quel est le combat que l'on veut mener maintenant et dans la perspective de ces élections, et d'en faire un combat vraiment approprié par les uns et par les autres dans les différents pays, et articulé à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est aux besoins concrets de réponse à des besoins humains et de transition écologique qui sont aujourd'hui peut-être mieux identifiés qu'il y a 2-3 ans. Donc voilà, pour terminer, je crois qu'on est vraiment à un moment où il y a besoin d'une mobilisation et d'une convergence entre des forces politiques, des forces dans la société et une mobilisation citoyenne pour accoucher, pas du grand soir européen, mais tout simplement d'un nouvel agenda politique d'action publique européen qui soit réellement basé sur une vision du mieux vivre en Europe que j'évoquais dans mon introduction. En tout cas, merci à toutes et à tous pour cette soirée et ces échanges. Merci Christophe. Et je pense qu'effectivement, c'est la plus belle conclusion de rappeler que ce soit au sein du PS, au sein du PSE, mais aussi avec les acteurs de la société civile, les moyens d'action ne manquent pas. On vous encourage à jeter un œil. On a mentionné beaucoup d'initiatives, beaucoup de ressources. Je suis certain que Christophe et Simon pourront faire suivre. Si vous voulez continuer la conversation, ce serait avec grand plaisir. Mais voilà, prenez le temps, répondez, signez ces appels, participer à ces consultations. Derrière, ça peut arranger effectivement nos combats et faire évoluer les esprits dans des machines qui sont assez inertes, mais qui commencent quand même à se poser des questions. Donc voilà, la brèche est ouverte. Merci encore pour cette invitation. Christophe, je te laisse terminer du coup. Je veux tout d'abord vous remercier tous d'avoir bien voulu accepter votre présence à ce webinaire. Merci à Simon de l'avoir organisé. Écoutez, c'était passionnant. Ça a duré 1h30, ça aurait pu durer 4 heures, je crois, voire plus. C'est vraiment, on reste presque sur notre faim parce qu'on a tellement de choses encore à se dire. Mais voilà, non, c'était vraiment passionnant. Effectivement, avec Simon, on va relayer tout ce que vous avez pu citer comme référence pour tous ceux qui ont participé à ce webinaire passionnant. Merci de votre présence, merci de votre action également, parce qu'elle est essentielle pour nous tous. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt, parce qu'il va falloir essayer de renouveler ça. Je sais que c'est extrêmement difficile et que vous êtes tous très pris, mais je pense qu'on a grand besoin de parler de ces sujets-là. Donc, encore une fois, merci beaucoup.